Bonjour. Après avoir présenté le contenu du cours, la modalité de l'enseignement et de l'évaluation aussi, nous allons traiter immédiatement le premier chapitre, à savoir espace vectoriel de dimension finie. Et avant, si vous voulez, de nous lancer dans les différentes notions qu'on va traiter, qu'on va étudier ensemble, je vais quand même parler juste un petit mot sur l'application de l'algèbre linéaire. En fait, c'est une des disciplines, je n'exagère pas en disant que c'est l'une des disciplines dont a besoin un économiste ou un gestionnaire pour modéliser des problèmes, surtout des problèmes linéaires, et bien sûr pour les résoudre. Je me limite à quelques petits exemples, par exemple les tableaux d'échange interindustriels, tout ce qui concerne la gestion de production, bien sûr dans le cas linéaire. Et donc là, c'est notamment, on a besoin surtout de la programmation linéaire, mais je dirais la recherche opérationnelle dans le cas général, etc. Et bien, donc alors maintenant, bien sûr, le but dans notre cours maintenant, c'est quoi? C'est de bien maîtriser toutes les notions de l'algèbre linéaire, les notions de base au moins de l'algèbre linéaire. Et on commencera par vraiment le commencement. Donc, on a dit dans le programme, donc on va commencer par un exemple fondamental qui est l'espace Rn. Et en fait, on va s'intéresser essentiellement à Rn avec quelques généralisations à des espaces dans le cas général. Alors, pour l'espace Rn, c'est quoi? C'est tout simplement, par exemple, quand vous prenez le triplet 1, 3, 4, vous avez trois composantes. Je dis que c'est un vecteur de R3 parce qu'il y a trois composantes réelles. R, 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 donc ça vous donne R3. Donc, vous savez très bien que, par exemple, 1, 2, 3, c'est pas la même chose que 3, 2, 1. Ce sont des points, géométriquement, ce sont des points qui sont différents. Et donc, l'ordre est important. Alors, comment on définit? Donc, Rn, c'est quoi? C'est l'espace Rn, c'est l'ensemble des suites ordonnées, donc l'ordre est important, à n nombres réels. Et donc, on le présente par x1, x2 jusqu'à xn, avec chaque xi appartient à R. Et donc, c'est un vecteur, et les xi, ça s'appelle les composantes. Alors, maintenant, comment manipuler ces vecteurs-là? Alors, on va les manipuler avec des opérations, des lois de composition. Alors, on définit deux lois de composition. Une loi qui est additive, c'est l'addition, c'est ce qu'on appelle loi interne, et une deuxième qui est une loi externe, c'est la multiplication par un scalaire. Je m'explique. Pour la loi interne, donc vous avez l'addition vectorielle, c'est-à-dire la somme de deux vecteurs, l'addition vectorielle, d'accord? Alors quand je fais la somme, ça vous le savez déjà graphiquement, géométriquement, quand vous avez un vecteur plus un vecteur, en fait, qu'est-ce qu'il suffit de faire? D'ajouter les composantes. Et donc, si vous avez grand X égale à X1, voilà, si vous voulez, donc, X égale à X1, X2, Xn, Y c'est Y1, Y1, jusqu'à Yn, excusez-moi. Et donc la somme, X plus Y, donc j'ajoute le premier avec le premier, le deuxième avec le deuxième, etc. jusqu'au dernier avec le dernier. D'accord? Et je remarque une chose, pour qu'on puisse l'appeler une loi de composition, c'est que le résultat appartient toujours à l'espace Rn. La loi externe, quand je dis, alors interne ici, pourquoi interne et externe? Interne parce que je fais appel à deux éléments du même espace, donc je travaille à l'intérieur. Externe, je fais la multiplication d'un vecteur, n'oubliez pas notre espace principal, c'est Rn, c'est l'espace vectoriel Rn, d'accord? Et donc je multiplie par quelque chose d'étranger, quelque chose d'étrangère, d'accord? Alors ce terme-là, on l'appelle souvent un scalaire. Et donc, on fait appel à quelque chose de l'extérieur, donc loi externe. Multiplication par un scalaire. Tout simplement, qu'est-ce qu'on fait? Si vous avez un vecteur qui s'écrit comme ça avec une composante, vous multipliez par la valeur, une valeur lambda, un réel, d'accord? Alors, en fait, il suffit de multiplier toutes les composantes par le même nombre, et vous aurez un vecteur de Rn aussi. Donc, c'est bien une loi de composition, sauf qu'elle est externe. Voilà. Donc, ces deux lois, on peut vérifier aisément avec les propriétés qui sont connues sur R. En fait, on va les étendre ici à Rn et on montre facilement qu'on a les 8 propriétés. Pourquoi exactement ces 8 propriétés? Je reviendrai à ça dans un instant. Alors, donc pour la première loi, on montre que par exemple, donc, la loi est commutative, donc x plus y, c'est la même chose que y plus x, quel que soit ici y. Vous avez les associatifs, c'est-à-dire que l'ordre des parenthèses n'importe pas.
Et donc, je peux commencer par YZ après faire la somme, ou bien je commence par la somme de X plus Y, et après je fais Z, et ça me donne le même résultat, l'égalité. Donc, je dis que la loi est associative. Alors, un élément neutre, d'accord, comme le nom l'indique, neutre, ça veut dire qu'il n'a pas d'effet finalement. Hein. Il n'a pas d'effet, ça veut dire, n'oubliez pas que la première fois, la somme. Donc, X plus 0, alors, je me permets de dire c'est un 0 majuscule. Pourquoi? Parce que dans Rn, hein, je note, si on le note N, si vous voulez O, hein, O majuscule, un 0, un gros 0, si vous voulez, c'est quoi? C'est 0, 0, 0, hein, parce qu'on est dans Rn, il faut qu'il y ait N composantes. Et donc la somme, on obtient toujours le même X, donc ça n'a pas d'impact, et donc finalement, donc, il est neutre. Chaque vecteur admet un symétrique, qui est aussi dans Rn. Pas un symétrique n'importe où, mais dans le même espace, d'accord? Alors en fait, ces symétriques-là, c'est quoi? C'est moins x1, moins x2, si je note grand X égale à x1, x2, x1, comme on a noté tout à l'heure, d'accord? Et donc, pourquoi il est symétrique? Parce que si vous faites la somme, vous tombez sur l'élément neutre, c'est-à-dire pour 0. Pour la deuxième loi, la même chose, si je prends alpha bêta des scalaires, hein, qui appartient à R, et x, y des vecteurs de Rn, donc je peux vérifier facilement ces opérations-là. Si je multiplie d'abord par bêta et après alpha, c'est la même chose que si je multiplie directement par alpha bêta. Si je fais la somme alpha plus bêta et tout ça je multiplie par x, c'est la même chose que cette quantité-là. La même chose ici, c'est une sorte de factorisation, d'accord? Et 1 fois x égale à x, ça paraît que c'est tellement évident dans Rn, mais on en a besoin pour montrer pour certains espaces vectoriels bien particuliers et bien délicats. Donc, faisons un petit bilan. Rn, c'est un espace, on a deux lois, l'une qui est interne, l'autre qui est externe, plus une multiplication par un scalaire, et qui vérifie les 8 propriétés. En fait, qu'est-ce qu'on remarque? On constate, si vous voulez, qu'il y a beaucoup d'ensembles qui sont très différents, d'accord, mais sur lesquels on peut définir deux lois, la même chose, plus une multiplication par un scalaire, et qui vérifie exactement les 8 propriétés. Ça a toute une histoire mathématique, mais je vous épargne ceci, donc on va essayer d'aller directement au bout. D'accord? Ces 8 propriétés, bien sûr qu'ils sont valables pour ces deux lois, font de Rn avec ça un espace vectoriel. Donc, on peut, si vous voulez, étendre cette définition à d'autres espaces. Donc, par analogie, à ces espaces qui ressemblent et qui ressemblent à Rn, sur lesquels on peut définir deux lois internes et externes et qui vérifient les 8 propriétés, ces ensembles-là, on les appelle aussi espaces vectoriels. Donc par analogie, on leur donne le nom d'espace vectoriel et à leur élément, le nom de vecteur. Alors, donc, j'ai la définition suivante. Soit un ensemble vide, muni d'une loi de composition interne plus et de la multiplication externe par les réels, d'accord? Donc deux lois, interne et externe. On dit que, alors à chaque fois, donc juste pour rappeler, parfois on écrit seulement E, mais ça on rappelle les deux lois, est un espace vectoriel sur R. Alors quand je dis sur R, ça veut dire que les scalaires, si vous vous rappelez, donc là je parle des réels, voilà, externes, sur R, ça veut dire que les scalaires appartiennent à R. Je peux dire que par exemple sur C, l'ensemble des complexes, ça veut dire que les scalaires appartiennent à C. Mais là, on va se contenter sur plutôt de l'espace du corps R. Si les deux lois vérifient dans E les 8 propriétés ci-dessus, P1, P2 jusqu'à P8. Donc dans ce cas-là, on l'appelle on dit que c'est un espace vectoriel. Très bien. Alors, maintenant on arrive à, voilà, vous imaginez avec moi que si vous avez un ensemble, je dirais qu'il n'est pas assez compliqué, d'accord, et je vais montrer que c'est un espace vectoriel. Ce n'est pas évident parce que j'ai 8 propriétés, etc., etc. Alors, il y a une certaine notion qui, parfois, lorsqu'on est dans ce cas-là, qui va alléger, si vous voulez, le raisonnement pour démontrer que c'est un espace vectoriel. C'est la notion de sous-espace vectoriel. Bien sûr qu'on sait possible. Alors, pour cela, on a besoin de ce qu'on appelle une combinaison linéaire. Je vais expliquer même le terme, hein, l'appellation, pourquoi combinaison linéaire. Alors, U1, U2 jusqu'à UM, des vecteurs d'un R. Alors, je dis espace vectoriel sur E, espace vectoriel sur R, ou bien je dis R-espace vectoriel. C'est exactement ça. D'accord? Alors, on appelle combinaison linéaire des vecteurs U1, U2 jusqu'à M. Donc, je veux une combinaison linéaire de ça. Ça veut dire que, alors, combinaison linéaire, je combine
hein, moyennant quoi? Les deux lois. Les deux lois, c'est quoi? C'est la somme et la multiplication par un scalaire. Voilà. Je fais la somme de U1 avec U2, U3, mais avec des coefficients. Mais quand je dis coefficient, c'est-à-dire que je multiplie. Et donc là, c'est la deuxième loi, la loi externe. Donc lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus lambda n U1. Bon, je peux l'écrire avec le symbole sigma. Hein, d'accord? Et donc avec lambda, il appartient à 1. Donc cette quantité-là s'appelle combinaison linéaire des vecteurs U1, U2 jusqu'à U3. Alors, on en aura besoin pour le reste, en fait, pour carrément de tout le reste. Hein. Alors, un exemple. Dans R2, le vecteur 2, 5 est une combinaison linéaire des deux vecteurs 3, 2 et 1, 1. Ça veut dire que 2, 5 peut s'écrire comme lambda 1 fois 3, 2 plus lambda 2 fois 1, 1. D'accord? Ça, c'est le vecteur U1 et ça, c'est le vecteur U2. Très bien. Alors, bon, on peut vérifier facilement, mais on peut les retrouver à quoi égale lambda 1 et à quoi égale lambda 2. Hein? Pourquoi? Il suffit d'écrire 2, 5 égale lambda 1 fois 3, 2 plus lambda 2 fois 1, 1. Et faire la somme comme on le sait faire maintenant, comme on l'a vu tout à l'heure, la somme des deux vecteurs dans R2. D'accord? Et puis après, on obtient un système. 2 égale à moins 9, si vous voulez, 3 lambda 1 plus lambda 2, etc. On résout le système et on trouve que lambda 1 égale à moins 3 et lambda 2 égale à 11. Si on arrive à le faire directement sans faire ce travail-là, et bien tout simplement, ça vérifie cette définition. Donc 2, 5 est une combinaison linéaire des deux vecteurs 3, 2 et le deuxième vecteur c'est 1. Très bien. Alors, maintenant on arrive à ce que ça veut dire un sous-espace vectoriel. Il y a plusieurs notations comme ça, sous-groupe, sous-ensemble. Quand j'appelle sous-ensemble, c'est quoi? C'est un petit ensemble dans un grand ensemble. Sous-groupe, c'est un petit groupe dans un groupe. Et la même chose, sous-espace vectoriel, c'est quoi? C'est un petit espace vectoriel dans un grand espace vectoriel. Bien sûr, le petit, je l'appelle sous-espace vectoriel. Alors, donc voilà, la définition directe, si vous voulez. D'accord? Soit, donc on a un espace vectoriel et F une partie. Donc F est une partie de E. Elle est incluse dans E. D'accord? Si F est lui-même, comme ensemble, s'il est lui-même, bien elle-même comme partie, s'il est lui-même un espace vectoriel, bien sûr pour les mêmes lois, hein, pour plus F, d'accord? On dit que F est un sous-espace vectoriel de E. En abrégé, on nomme SEP, sous-espace vectoriel. Donc un sous-espace vectoriel, c'est quoi? C'est tout simplement un petit espace dans un grand espace avec lequel on travaille avec les mêmes lois. Alors dans la pratique, pour montrer qu'une partie d'un espace vectoriel F, on est un sous-espace vectoriel, il suffit d'utiliser une des caractérisations suivantes. La première, donc on la formule avec des phrases, et la deuxième, voilà, avec des symboles mathématiques. Donc voilà. La première, une partie non vide, déjà bien sûr non vide, parce que s'il est vide, il n'y a rien à faire. Une partie non vide F est un sous-espace vectoriel de E si et seulement si toutes les combinaisons linéaires possibles de deux vecteurs ou de plusieurs vecteurs, d'accord, de quelconque, bien sûr, de F appartient également à F. C'est ce qu'on appelle une sorte de stabilité. Stabilité par les combinaisons linéaires. Quand j'ai des vecteurs, je fais une combinaison linéaire. Si, pour tous les vecteurs et n'importe quelle combinaison linéaire, je dois rester toujours dans F, dans le petit ensemble. Donc ça ne veut rien ne sort de l'extérieur. Et donc à ce moment-là, c'est un espace vectoriel. Il n'y a aucun problème. D'accord? Alors, on veut le simplifier d'une autre manière. C'est que, déjà, on remarque une chose. D'après cette définition-là, on a dit toutes les combinaisons linéaires. Si vous prenez lambda 1, combinaison linéaire, c'est quelque chose qui est comme ça. Si vous prenez lambda 1, on a dit quel que soit lambda appartenant le lambda i dans R. Si je prends lambda 1 égale à 0, lambda 2 égale à 0, jusqu'à lambda m égale à 0. Donc tout ça, ça vous donne quoi? Ça vous donne 0. Et donc, tout sous-espace vectoriel, puisqu'il contient les combinaisons linéaires, doit nécessairement contenir 0. 0 de quoi? 0 de E, du grand espace. Si c'est dans R3, d'accord? C'est 0 de R3, c'est-à-dire 0, 0, 0. Si on est dans R2, il doit contenir 0, 0. Alors, dans ce cas-là, on peut remplacer non vide par 0, 0. Voilà. Par le 0 de E. Donc, on va reformuler ça d'une autre manière, encore plus simple. Une partie F est un sous-espace vectoriel de E plus point, si et seulement si sont vérifiés, d'accord, le 0 appartient à F, le 0 de E. Hein, le E, c'est le grand espace. Si c'est R3, eh bien, il doit appartenir. S'il n'appartient pas, ce n'est pas un sous-espace vectoriel, et donc ce n'est pas un espace vectoriel.
Et une combinaison linéaire de 2 ça suffit. Hein. Alpha U plus bêta V appartient à F pour tout UV appartenant à F et pour tout alpha bêta appartenant à R. Ça traduit quoi? La combinaison, toute combinaison quelconque de 2 vecteurs quelconques de F appartient toujours à F. Faisons un exemple directement. Vérifiez si les ensembles suivants sont des R espaces vectoriels ou non. Remarquez, R espace vectoriel. La question, ce n'est pas sous-espace vectoriel, c'est R espace vectoriel. Justement, c'est là où vient le lien de... on va simplifier en passant de la question R espace à sous-espace vectoriel. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que ces deux ensembles-là, d'accord, A et B, sont des parties de R3. Et R3, c'est un espace vectoriel. Donc, imaginez, vous avez... Donc là, je vais utiliser le tableau pour dire que, par exemple, donc, ça c'est E, ça c'est le grand espace, d'accord? Et GF, c'est une partie qui est là. Ça c'est C. D'accord? Alors, il doit contenir nécessairement 0. 0 doit être, si le 0 est là, F n'est pas un sous-espace vectoriel. 0 de E. 0 de E doit être nécessairement dans F. D'accord? Alors, donc maintenant on doit vérifier ceci. Alors, si 0 de E appartient, donc c'est déjà, on a montré le premier point. S'il n'appartient pas, il ne peut pas être un sous-espace vectoriel. Donc, d'abord, on a, avant comment passer de R espace, l'espace vectoriel, à sous-espace vectoriel. C'est que F est une partie de E. E, c'est déjà un espace vectoriel. Ça, s'il y a un sous-espace vectoriel, c'est-à-dire un sous-espace, donc il est aussi un espace. Et donc, dire que ça, c'est un espace vectoriel dans un autre espace vectoriel, c'est la même chose, c'est équivalent à sous-espace vectoriel, puisque c'est exactement les mêmes opérations, les mêmes lois. D'accord? Donc, je reviens à ça. Donc, je dis que, puisque A est plongé dans R3, c'est une partie de R3, et R3 est un R espace vectoriel, la question de espace vectoriel est équivalente à sous-espace vectoriel. Et donc, c'est équivalent de vérifier si ces ensembles sont des sous-espaces vectoriels de R3 ou non. Donc, on a ramené la question de espace à sous-espace. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire? On va appliquer cette caractérisation. Le 0 appartient et toute combinaison linéaire de 2 vecteurs appartient aussi. Donc, 0 de E de R3, je commence par 0 de R3, c'est 0, 0. Alors, ici, dans le premier, il n'appartient pas. Pourquoi? Appartient, c'est-à-dire que quand je remplace la première composante, la deuxième, la troisième, ça doit vérifier. Or, quand je remplace x par 0, y par 0 et z par 0, ça me donne 0 et ce n'est pas égal à 2. Donc ça me permet de dire quoi? Que le 0 de R3 n'appartient pas à A. S'il n'appartient pas à A, eh bien, ça ne peut pas être un sous-espace vectoriel et donc ce n'est pas un espace vectoriel. Pour les deux lois. D'accord? Alors maintenant, pour le deuxième ensemble, B égale à cet ensemble-là, qu'est-ce qu'on va faire? Il est clair que 0 de R3 appartient à B ici. Alors, si vous prenez x égale à 0, y égale à 0, z égale à 0, vous remplacez, ça va vous donner 0. 0 égale à 0, donc ça appartient. Donc, il a des chances pour être un sous-espace vectoriel. Alors, maintenant, je passe au deuxième point, c'est quoi? Je prends x, y appartient à B, au lieu de UV, n'oubliez pas que ça c'est UV, et là je prends x, y, c'est pareil, appartient à B, alpha, bêta appartient à R, quelconque, et on va vérifier, alors on va voir, est-ce que nécessairement alpha x plus bêta y appartient à B ou non? Si c'est toujours, ça veut dire que c'est terminé, c'est un sous-espace vectoriel. Sinon, ben, il n'est pas un sous-espace vectoriel. Alors, comment on fait? X appartient à B, je traduis ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il est déjà dans R3, n'oubliez pas, voilà la définition de B, maintenant on va travailler avec B. Hein? Il est dans B, d'accord? Très bien. Alors, je prends un X ici, ça veut dire qu'il s'écrit comme X, Y, Z, avec cette relation. La même chose, si je prends Y appartient à B, donc ça veut dire que Y s'écrit comme X', Y', Z' appartient à 3, avec la somme des 3 égale à 0. Donc, j'écris alpha X plus bêta Y, je vais simplifier. Je remplace ici. Alors, remarquez ici, qu'est-ce que je fais? C'est alpha X plus bêta X'. Voilà la première. La deuxième, c'est alpha Y plus bêta Y'. Vous pouvez faire tout doucement. Alpha Y plus bêta Y'. Et la troisième, c'est alpha Z plus bêta Z'. Vous voyez qu'il y a 3 composantes. La première, la deuxième et la troisième. Là, il y a des virgules. Hein. Ça sépare les composantes. Donc, c'est dans R3, ça va de soi. Maintenant,
qu'est-ce qu'il nous reste pour montrer que ça appartient à AB? En fait, la relation qui est comme ça, dire quoi? La somme des trois composantes est égale à 0. Donc, je dois faire la somme de ça, plus ça, et ça doit me donner que c'est égal à 0. Alors, voilà, si la somme de ces trois composantes est nulle. Donc, quand je fais la somme, d'accord, des trois, je fais des parenthèses ici juste pour simplifier l'écriture, voilà, la somme maintenant. Hein. Ce n'est plus un vecteur, c'est la somme. Quand je fais la somme, d'accord, selon la définition de B, bien sûr. Alors, voilà ce que ça me donne ceci. Pourquoi? Parce que je peux factoriser par alpha. Alpha facteur, vous avez x, y, z, etc. Mais regardez, x plus y plus z ici, c'est égal à 0. Je remplace donc alpha fois 0. Et x' plus y plus z' égale à 0. Je le remplace ici, c'est 0. Et donc la somme, ça donne 0. Donc finalement, la somme des trois égale à 0. Ça, c'est suffisant, pardon. Eh bien, ça suffit pour dire que alpha x plus bêta y appartient à B. Alors, en conclusion, bien par conséquent, B est un sous-espace vectoriel de R3 et donc lui-même est un R espace vectoriel. Voilà, si vous voulez, ce qui concerne la notion de sous-espace vectoriel. Maintenant, passons à une autre notion. C'est la notion d'une famille génératrice, une famille libre, d'accord, une base et la dimension d'un espace vectoriel. Alors, je commencerai par la définition d'une famille génératrice. Donc, j'ai un espace vectoriel, j'ai des vecteurs que je vais noter U1, U2 jusqu'à UM. Qu'est-ce qu'on entend par cette famille-là constitue une famille génératrice? Ben, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout vecteur de E s'écrit comme combinaison linéaire de ces vecteurs. Donc, alors autrement dit, U1, U2 est une famille génératrice de E si tout vecteur de E, d'accord, s'écrit comme combinaison linéaire de UI. Ça veut dire quoi? X s'écrit comme la somme de lambda I fois UI. C'est-à-dire quoi? Lambda 1 U1 plus lambda 2 U2 plus jusqu'à lambda M UM, comme ce qu'on a fait tout à l'heure. D'accord? Donc, si j'arrive à montrer ceci, pour tout vecteur, hein, je peux trouver des coefficients tels que X s'écrit comme la somme avec ces coefficients-là. Tout vecteur, bien sûr. Hein, d'accord? Alors, je dis que cette famille-là, elle est génératrice. On dit que la famille est une famille génératrice si tout élément X de E peut s'écrire comme une combinaison linéaire des vecteurs UI. Alors, une autre appellation qui est équivalente, on dit aussi que l'espace vectoriel E est engendré par les vecteurs U1, U2 jusqu'à UM. Donc, engendré par les vecteurs, ou bien U1, U2 est une famille génératrice, ça veut dire exactement la même chose dans un espace vectoriel, bien sûr, E. Alors, des exemples. Je veux vérifier que ça engendre R2. Rappelez-vous, engendre R2, ça veut dire que c'est une famille génératrice dans R2. Et une deuxième question, c'est quoi? On vous donne un espace vectoriel, d'ailleurs, vous vous rappelez, ça c'est B, c'est l'espace B qu'on a étudié tout à l'heure. D'accord? Et on vous dit de trouver une famille génératrice, parce que vous voyez que la question est différente. Parfois, on vous donne des vecteurs et montrer que c'est une famille génératrice, et parfois, on vous dit c'est à vous de trouver une famille génératrice. Donc la question est différente. Alors pour la première, elle est tellement évidente, mais on l'écrit quand même pour bien comprendre. Si vous prenez un X dans R2, par définition, c'est quoi? Si vous vous rappelez très bien, donc il s'écrit comme X1, X2. Avec X1, X2 appartient à R. Très bien. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que le grand X s'écrit comme quoi? Alors regardez, qu'est-ce que je vais... L'idée ici, c'est quoi? C'est séparer les deux. C'est X1, 0 plus 0, X2. Vous voyez très bien que si vous faites la somme, X1 plus 0, ça vous donne X1. 0 plus X2, ça vous donne X2. Et donc, c'est exactement la même chose. Mais qu'est-ce qu'on a gagné ici? C'est qu'on a séparé les deux vecteurs, là où il n'y a que X1 et là où il n'y a que X2. Mais X1, c'est un réel, c'est un alpha, c'est un lambda. Hein? Et donc, je peux le mettre à l'extérieur. La preuve, X1, 1, 0, c'est quoi? X1 fois 1, c'est X1, X1 fois 0, c'est 0. Vous voyez très bien que c'est la même chose. La même chose pour X2. Donc, qu'est-ce que j'ai remarqué ici? Tout vecteur, regardez, X appartient à R2 quelconque, tout vecteur, je peux trouver X1, X2, tel que X s'écrit comme X1 fois U1, plus X2 fois U2. Donc, U1 et U2, c'est une famille génératrice de R2. C'est quoi U1? C'est 1, 0. Et c'est quoi U2? C'est 0, 1. Et c'est ce qu'on voulait montrer. Donc voilà, on le fait tout doucement. Voilà. Et la même chose pour R3, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1.
et je reviendrai à ça lorsqu'on verra surtout une masse. Alors, pour B maintenant, B c'est un espace vectoriel. On vient de le montrer tout à l'heure. On avait montré que c'est un sous-espace vectoriel de R3. Donc, c'est un espace vectoriel. Donc, je peux parler de famille génératrice. Une famille génératrice est nécessairement, ça veut dire quoi? Que je dois trouver que tout vecteur est combinaison linéaire de ces vecteurs-là de la famille génératrice qui sont fixes. D'accord? Mais là, c'est à moi de montrer, de mettre en évidence ces vecteurs-là fixes qui vont former une famille génératrice. Donc, je fais plus ou moins la même idée ici. Je vais traduire d'abord, qu'est-ce que ça veut dire x appartient à B? Alors, x appartient à B, ça veut dire que x écrit comme x, y, z, dans R3, avec la condition x plus y plus z égale à 0. Et je vais exploiter celle-là, parce que tout à l'heure, on n'avait pas cette condition. Maintenant, on a cette condition. Je vais l'exploiter comment? Je vais écrire z, par exemple, en fonction de x et y, ou bien x en fonction de y, z, etc. Donc, je fais un choix. Là, j'ai fait le choix de z égale à moins x moins y. Qu'est-ce qu'on va faire? Cette relation-là, on va injecter ici à l'intérieur. Donc, je vais enlever z et remplacer par moins x moins y. Donc, grand x égale à x, y, et au lieu de z, j'écris moins x moins y. Finalement, on avait 3 composantes. Maintenant, on a seulement 2. Donc, avec x, y appartient à R. Parce que ça y est, donc cette relation-là, elle est déjà présente ici. Et on revient à l'idée d'ici. C'est-à-dire qu'on va séparer les x d'un côté, y d'un côté. Donc, ça c'est x. Là, il n'y a pas de x, j'écris 0. Là, ce qu'il y a comme x, je l'écris ici, moins x, plus. Est-ce qu'il y a y ici? Non, donc je mets 0. Il y a un y ici, je l'écris. Il y a moins y ici, je l'écris. Donc, vous pouvez vérifier, faire la somme. Faites la somme, si vous voulez, de ces deux vecteurs-là. Vous allez tomber exactement sur ce vecteur. Alors, donc, x avec x, y appartient à R. D'accord? Alors, la même chose comme tout à l'heure, ce x-là, c'est un réel. Le y, c'est un réel. Je peux le faire sortir à l'extérieur. Donc, je vais avoir x facteur de quoi? Qu'est-ce qui reste ici? 1. Et là, qu'est-ce qui reste? Moins 1. Qu'est-ce qui reste ici? Ça, c'est 1. Et là aussi, c'est moins 1. Donc, tout vecteur de B s'écrit comme un réel, un scalaire maintenant. C'est un scalaire ici. Hein? C'est un réel. Fois 1, 0, moins 1, plus y fois 0, 1, moins 1. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vecteurs, donc vous voyez très bien ces vecteurs-là, je vais appeler U1, c'est quoi? C'est 1, 0, moins 1. Et U2, c'est quoi? C'est 0, 1, moins 1. Ce sont deux vecteurs qui sont fixes. Et tout vecteur s'écrit comme combine de R de B, s'écrit comme combinaison linéaire de U1 et U2. Donc, je peux dire que B est engendré par les vecteurs U1 et U2. Voilà pour cette séquence. Donc, dans une prochaine, on va passer à la suite, c'est-à-dire ce que ça veut dire une famille libre, une base, dimension, et le dernier paragraphe concernant les sous-espaces engendrés par un système de vecteurs. Merci de votre attention.